aux éditions Les Belles Lettres, qui s'appelle Apocalypse managériale, qui est un livre que j'ai mis 5 années à préparer, avant un sabbatique qui a eu lieu en 2019 et 2020 à New York. Et c'est un livre dont le projet est un petit peu fou, puisqu'il essaye d'expliquer en quoi le management dans lequel on est aujourd'hui, c'est le présent qui m'intéresse, en quoi le management dans lequel on est aujourd'hui a hérité quelque chose de la Seconde Guerre mondiale, en particulier un moment très fort qui est la mobilisation industrielle américaine. Donc à partir de tout un travail d'archives, et ce que j'avais prévu pour ce soir, c'est surtout quelque chose de descriptif, sans jargon, voilà, de très narratif, qui raconte l'histoire de la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis, cette mobilisation industrielle, et qui explique en quoi le management, qu'on enseigne aujourd'hui dans les écoles de commerce, dans les IAE, dans les universités, est en grande partie l'héritier de cette histoire américaine. Et il y a une autre partie du livre que j'ai mis pour ce soir de côté, qui est une partie fictionnelle que j'ai introduite dans le livre. Il se trouve que sur la période qui m'intéresse, il y avait un personnage qui était présent à New York, qui était Antoine de Saint-Exupéry, qui arrive en décembre 1941, qui repart de New York en avril 1943. Et donc j'ai utilisé sa présence, son propos sur le businessman dans Le Petit Prince, ce qu'il dit sur la valeur travail et le management en citadelle, toute son expérience de New York, entremêlée avec quelques autres personnages. Voilà, j'ai utilisé aussi une chose qui ne sera pas au cœur de cet exposé ce soir, qui est le fait que Saint-Exupéry était présent aux États-Unis, à New York, pour l'histoire qui m'intéresse, et qu'il a témoigné de ce qu'il a vu. Donc j'utilise aussi dans mon livre ses yeux, sa poésie, son regard pour raconter cette histoire. Pour ce soir, ce que j'avais prévu, c'est quelque chose de plus descriptif, de pas fictionnel, qui est centré sur cette histoire américaine. Alors, pour bien montrer l'enjeu qui est derrière cette histoire-là, j'aime bien utiliser un avant-après. Qu'est-ce qu'étaient les États-Unis avant la Seconde Guerre mondiale et qu'est-ce qu'ils sont devenus après? Il y a une chose qu'il faut avoir en tête, c'est que les États-Unis, avant la Seconde Guerre mondiale, c'est une toute petite puissance militaire. C'est la 19e puissance militaire juste après la Hollande, en termes de nombre de soldats, de matériel militaire. On n'est pas du tout face à la superpuissance qu'on connaît aujourd'hui, on n'est pas du tout face aux gendarmes du monde. C'est un pays qui est en train de vivre une crise économique profonde. On sait tous qu'en 1929, il y a eu ce qu'on appelle la Grande Dépression. Ça va un petit peu mieux sur la première moitié des années 30, et il se trouve qu'à partir de 1937, la crise économique, juste avant la guerre, donc, la crise économique repart, précisément à partir de 1936, le chômage repart aux États-Unis, il est à 19%. Ça, c'est l'avant. Qu'est-ce qui se passe en laissant la boîte noire au milieu? Qu'est-ce qui se passe après? Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis sont la première puissance économique incontestée au monde. Tout ce qui pouvait constituer une concurrence est absolument laminé. Évidemment, le Japon est une puissance économique exemple, toutes les grandes capitales sont détruites, l'Allemagne est l'exemple. L'Angleterre, c'est très émouvant de parler de cette histoire ici, dans ce quartier à Londres, avec tout l'historique qu'on connaît. Mais l'Angleterre, évidemment, totalement exsangue, bombardée, laminée, etc. La France, pareil, le Portugal, l'Espagne, etc. La plupart des pays qu'on connaît aujourd'hui avec un certain développement économique sont laminés, ils sont à reconstruire, ils sont même un marché. Donc non seulement ils sont puissants, ils sont la première puissance économique au monde, mais le reste du monde est un marché pour eux. Et donc au lendemain de la guerre, la moitié de la richesse produite sur cette planète est produite par les Américains. Et il y a 1% de chômage, ça fait rêver d'aujourd'hui, il n'y a pas de chômage aux États-Unis. On est même en dessous de ce que les économistes considèrent comme le taux de chômage structurel absolument incompressible. Autre élément sur un avant-après, et ça ce sont des choses qui sont à mon avis encore moins connues, avant la Seconde Guerre mondiale, le management, pour l'essentiel c'est ce qu'on appelait à l'époque le management scientifique, traverse une crise de légitimité très profonde. Ça a été pour moi une des grandes découvertes de mon livre. Ça a été complètement oublié de beaucoup de travaux d'historiens en économie ou en management. Et je vais vous expliquer très rapidement dans quelques minutes pourquoi et en quoi. Mais aux États-Unis, le management est illégitime, il est très contesté. On connaît tous en 1936 les temps modernes de Chaplin, qui sont certes plus sur le travail à la chaîne, mais qui relèvent beaucoup d'éléments du management scientifique, qui montrent quelque chose.
Donc il y a une crise de légitimité qu'on voit notamment dans ce film, mais j'ai envie d'aller plus loin. Le management est même illégal. Ce qu'on enseigne aujourd'hui sur Dauphine ou dans un certain nombre de business schools à Londres, c'était considéré dans beaucoup de compartiments de l'économie américaine, pas simplement comme quelque chose de douteux, c'était tout simplement illégal. Il y a des bans sénatoriaux, des bans votés par les sénateurs américains qui interdisent la pratique du management, en particulier dans ce qui s'appelle des Navy Yards, c'est-à-dire des zones pour construire des bateaux, en particulier militaires. Donc, on peut dire qu'avant la Seconde Guerre mondiale, le management ne se porte pas très très bien. Et il est beaucoup dissocié d'un exercice qui est l'administration, qui est plus prestigieux, c'est-à-dire qui va concerner des personnes qui sont plutôt dans des bureaux et qui définissent des objectifs de long terme. Qu'est-ce qui se passe juste après la Seconde Guerre mondiale? Le Sénat américain lève les interdictions. Le discours devient beaucoup plus positif, mais on parle moins de management scientifique, on parle de management tout court, et je vais le préciser bientôt dans quel sens. Et puis, c'est une chose qui a été oubliée, et j'ai essayé, avec mon livre, de beaucoup éclairer ça. Il y a toute une géopolitique américaine qui se met en place autour du management. En particulier les business schools américaines, leur système d'accréditation, et on en parle beaucoup en ce moment en France, les grands cabinets de consulting, notamment de stratégie, essentiellement américains, vont devenir un levier de la puissance américaine. Et je vais essayer d'expliquer comment et en quoi. Ce petit graphique, si le propos est encore pas suffisamment clair sur le fait qu'il se passe quelque chose aux États-Unis pendant cette Seconde Guerre mondiale, là vous avez un graphique qui montre ce qu'était la production d'armes aux États-Unis au tout début de la guerre et ce qu'elle devient pendant la guerre. Là je voulais juste faire passer une idée simple, c'est qu'aux États-Unis, il n'y a pas de production militaire, il n'y a pas de production d'armes réelles avant la Seconde Guerre mondiale. J'ai retrouvé une couverture d'un magazine qui s'appelle The Times et qui montre juste avant la guerre des soldats américains en train de s'entraîner en race campagne et on voit sur la photo qu'ils ont des fusils en bois. Et c'est pas pour faire joli, c'est qu'en fait l'armée américaine n'avait pas assez de fusils à donner aux militaires pendant les phases d'entraînement. Ça montre ce qu'était vraiment cette armée américaine. Donc il s'est passé, et mon propos aujourd'hui, comme dans le livre, c'est d'éclairer cette boîte noire. Entre cet avant-après que je viens d'évoquer, il s'est passé quelque chose de très fort, qui est souvent associé à une mobilisation industrielle, et dans mon livre, j'associe cette mobilisation industrielle à une mobilisation managériale. Ce qui est dans cette boîte noire, c'est un moment comme le management américain et le management sur cette planète, je l'espère en tout cas, ne connaîtra plus jamais. Un moment particulièrement intense, où ce qu'était le management scientifique et ce que je vais appeler ce soir la digitalité, et je vais vous expliquer ce que j'entends par là, vont se rencontrer, vont former un couple qui sera, après la guerre, désormais inséparable. Le couple management-digitalité va devenir inséparable. Je pense que le cœur du management, tel qu'on l'enseigne à Dauphine, beaucoup d'universités et de business schools aujourd'hui, c'est d'être tout simplement, dans un sens que je vais expliquer, un management digital. Alors, quand je parle de mobilisation industrielle, qu'est-ce que j'entends par là? J'entends le fait de mettre au service d'un combat militaire tous les compartiments économiques, politiques et sociaux d'une nation. Tout va être associé à l'effort de guerre, et en particulier la dimension économique. C'est ce qu'on appelle la mobilisation industrielle. Ça commence en fait avant la guerre. Comme vous le savez, les Américains ont également participé à la Première Guerre mondiale. Ils y sont rentrés sur le tard en 1917, à peu près un an avant que ça termine, et ça a été un traumatisme aux États-Unis. Pour quelle raison? C'est que le président américain a mobilisé l'appareil industriel américain, et d'un seul coup la guerre s'est arrêtée, et les industriels américains, en particulier ceux qui étaient dans le secteur automobile, tout ce qui servait à des transports, des trains, etc., se sont retrouvés d'un seul coup avec des gens, se sont retrouvés avec un matériel de production absolument inutilisable, sans déboucher. Et c'est un traumatisme qui fait que quand on leur parle de mobilisation industrielle dès le début des années 30, ils disent on ne nous la fera pas deux fois. Donc nous, on sait on voit qu'il commence à se passer des choses en Allemagne, probablement les États-Unis vont rentrer dans la danse à nouveau, mais on veut des garanties de l'État américain. On veut que vous nous expliquiez que vous ne nous laisserez pas tomber à la fin. Et gardez cette idée-là en tête, qui va paraître un petit peu étrange. La crise climatique qu'on est en train de vivre, qui est terrible, le problème écologique de notre planète, on ne peut pas le comprendre. Et je vais vous expliquer dans quelques minutes pourquoi. On ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre ça si on ne comprend pas
cette promesse du gouvernement américain, en particulier de Franklin Delano Roosevelt, qui a été faite aux industriels. Gardez cette idée en tête, je reviendrai dessus dans un tout petit moment. Donc, voilà, il se passe pendant cette Seconde Guerre mondiale un moment très très fort de constitution d'un grand couple, le management, la digitalité, qui vont donner le management digital, qui est notre management d'aujourd'hui. Je vais passer très vite sur ça, c'est juste pour vous expliquer que j'ai beaucoup travaillé pour faire ce livre. J'ai lu des centaines, et je n'exagère pas, de milliers de pages sur des archives. Voilà, c'est même un sacrifice que j'ai négocié avec ma femme, mon fils. C'est à peu près 2 fois le temps que j'ai passé sur ma thèse de doctorat qui est derrière ce livre. Et là, vous avez une vision de toutes les archives que j'ai utilisées. Donc des archives sur l'histoire industrielle des États-Unis, notamment beaucoup de choses que je vous raconte ce soir sont des archives du Brooklyn Navy Yard, sont des archives d'un journal américain de commerce au détail. Sur l'histoire un peu plus institutionnelle du management aux États-Unis, je ne vais pas le détailler, mais voilà, j'ai été regarder les archives de plusieurs grands réseaux américains, l'American Management Association, l'Academy of Management, la Taylor Society. Et puis, pour raconter mon histoire à hauteur de femmes et d'hommes, à hauteur d'épaule, pour que ce soit lisible, pas trop ennuyeux, en mobilisant notamment Saint-Exupéry, j'ai utilisé plusieurs fonds. Voilà, il n'y a pas une chose que je raconte dans ce livre que je ne suis pas capable de prouver, qui n'est pas soit vraie, soit pour la partie fictionnelle, vraisemblable. Quand je raconte une scène dans un restaurant à New York qui s'appelait à l'époque La Grenouille, j'ai retrouvé les menus, j'ai retrouvé les plans de table, soit c'est vrai, soit c'est le plus vraisemblable possible. Alors je rentre, passer cette introduction, je vais essayer d'aller plus loin dans ma boîte noire, dans ce grand moment historique, dans ce qui se passe donc, sur ces années de guerre. Je disais tout à l'heure que le management scientifique est interdit. En fait, c'est une histoire longue et qui commence en 1911, qui va s'arrêter en 1946, donc après la guerre. Les sénateurs américains prennent en grippe le management scientifique. Et ça va être encore pire après la crise de 29 pour une raison très simple. C'est qu'un sénateur, c'est élu par le peuple. Le peuple est de plus en plus fait de chômeurs. La nation américaine se paupérise. Donc, c'est pas par grande sensibilité personnelle, c'est pas forcément par élan du cœur que d'un seul coup les sénateurs deviennent très sensibles au traumatisme du chronométrage, de ces usines où on fait souffrir les ouvriers. C'est tout simplement parce que la population américaine de plus en plus subit en masse le management scientifique et ces gens-là votent, et donc ils ont envie d'être élus ou réélus. Voilà, j'ai lu beaucoup de choses assez cyniques. Malheureusement, voilà, ce n'est pas un grand élan empathique du Sénat américain. L'inventeur du Taylorisme, Friedrich Taylor, lui-même est convoqué en 1912 par les sénateurs. Donc une commission dans une pièce de cette taille-là le convoque comme un gamin pour lui taper sur les doigts, lui demande d'expliquer, lui demande d'arrêter de faire du mal aux jeunes Américains. Et toute une histoire qui se met en place, qui va durer très longtemps, et je le répète, qui ne va s'arrêter qu'avec la Seconde Guerre mondiale et la mobilisation industrielle, et qui va empirer dans les années 30. Quand le chômage explose, les sénateurs vont devenir encore plus attentifs à ça. Et je l'évoque dans mon livre, là aussi c'est quelque chose qui paraît un peu étrange, contre-intuitif, mais une bonne partie de l'histoire du management, en particulier américain, se construit dans les années 30, avant la guerre, dans un combat entre la présidence américaine et le Sénat américain. En gros, le président américain, surtout à partir de Franklin Delano Roosevelt, va tout faire pour pousser le management. En particulier, je vais vous montrer 2 graphiques qui sont assez spectaculaires sur ça. En particulier dans sa propre administration. Il faut se dire, je vais vous prouver avec deux graphiques, avant Franklin Delano Roosevelt, avant les années 30, la Maison Blanche, c'est un tout petit secrétariat de quelques dizaines de personnes. Et vous allez le voir, Franklin Delano Roosevelt va managérialiser tout un système à Washington, fait de gens formés à du management public, aussi management privé. Et en quelques années, on va passer de 30 personnes à 200 000 personnes qu'il a bien fallu former quelque part. Et donc, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais sur la deuxième partie des années 30, il y a tout un combat entre Franklin Delano Roosevelt, qui est indirectement le plus grand manager que j'ai croisé de ma vie. Il a rencontré de plein de façons de management. C'est un manager extraordinaire, quelqu'un qui s'est organisé, c'est un maître de communication. Il a tous les traits du manager contemporain. Il a le sens du timing, il a le sens du slogan, il a le sens de la formule, il a le sens du marketing. Il est très très bon. Et donc, sur la deuxième partie des années 30, dans un combat avec le Sénat américain, en s'appuyant sur un comité assez célèbre
qui va lui donner des billes un peu scientifiques pour justifier ses décisions, donc un comité qui s'appelle le Brownlow Committee. Il va pousser cette mise en place d'une administration faite de managers. Là, vous voyez tout sur ce graphique. Ça, c'est l'évolution de l'effectif de fonctionnaires ou de contractuels rattachés à la Maison-Blanche, donc de gens qui font du management pour le président américain. Et comme vous pouvez le constater, avant Roosevelt, il y en a pas vraiment, c'est quelques dizaines, et c'est avec Roosevelt, le temps de la mobilisation industrielle en particulier, que ça va exploser. En quelques années, il va y avoir 200 000 managers à Washington qui font quoi? De la logistique, de la planification, de la comptabilité. Donc ils font du management. Et il va falloir les former d'une certaine façon. Qui va les former? Les business schools. La grande différence entre la Première et la Seconde Guerre mondiale, c'est que pendant la Première Guerre mondiale, les business schools vont fermer faute d'étudiants. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les business schools américaines, par exemple la Harvard Business School, va rester ouverte. Et les business schools vont former massivement qui? Eh bien, ces gens-là. Mais vous vous rendez compte, d'un seul coup, vous êtes un prof, on vous dit budget limité, priorité à ces fonctionnaires-là, qui arrivent évidemment en patriotes, surmotivés, ça ne bouge pas, ça ne parle pas dans la salle de cours, etc. Ça veut apprendre. Et puis se rajoute à ces 2000 managers centraux, entre 200 000 et 300 000 officiers ou managers plus spécifiques à l'armée. Donc grosso modo, il y a quasiment 1,5 million de personnes en 2 ans et demi qu'il faut former dans une logique de management. Imaginez la bombe atomique que ça représente en termes de besoins, d'espace. Vous êtes un prof, il n'y avait pas beaucoup de profs en management. D'un seul coup, il faut en former beaucoup. Il faut que les formateurs forment des formateurs, qui forment des formateurs. Il faut des connaissances. Donc ça pousse de la recherche en management. Évidemment, c'est une bombe atomique d'un besoin poussé par l'État, financé par l'État, comme il n'y en aura plus. Là, vous avez à droite le nombre d'agences. Ça, par contre, ça n'a pas diminué. Vous voyez quelque chose d'un peu étrange quand on regarde les deux courbes. C'est que, on le sait, une fois qu'on a créé une agence, une entité administrative, c'est facile de la créer. C'est très très difficile de la fermer. Donc voilà, c'est pour ça que même aujourd'hui, il en reste de la Seconde Guerre mondiale avec des noms un petit peu mystérieux, mais elles sont toujours là. Je ne vais pas détailler ça parce que je vais aller sur la partie la plus descriptive possible, mais dans la boîte noire de la Seconde Guerre mondiale, il y a aussi beaucoup de réseaux. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec eux, ils m'ont aidé pour le livre. Ils m'aident maintenant à continuer mes recherches aux États-Unis dans des directions avec des doctorants ou seuls avec des postes de doctorants dans des directions vraiment qui sont extrêmement passionnantes parce qu'il n'y a pas grand-chose. Il y a, pendant la Seconde Guerre mondiale, un certain nombre de grands réseaux institutionnels qui vont être créés, qui sont ceux avec lesquels on travaille aujourd'hui quand on veut s'implanter aux États-Unis. Dauphine travaille avec les réseaux qui sont là. En tant que chercheur, on va dans leurs conférences. Je vais les pointer rapidement. Le premier, c'est la Society for Advancement of Management, qui est en fait l'ancêtre de la Taylor Society, créée le 11 novembre 1910, donc juste avant la Première Guerre mondiale, et qui va vraiment se développer pendant la Seconde Guerre mondiale. La deuxième, il n'y a pas un prof de management au monde qui ne la connaît pas, mais personne ne connaît la véritable histoire, c'est l'Academy of Management, qui réunit chaque année aux États-Unis entre 10 000 et 14 000 chercheurs du monde entier. Les meilleures revues de la planète, qu'on rêve tous d'avoir sur son CV, sont affiliés à l'Academy of Management, mais ce que personne ne sait, c'est que les statuts de cette association sont votés quelques jours après Pearl Harbor dans les locaux de l'EMOI. Cette association est enfant de la guerre. Pour quelle raison elle s'accélère, elle accélère sa création? C'est qu'il faut des profs, il faut un réseau qui coordonne un effort de guerre, qui passe par des managers qui vont aller dans les usines pour animer les équipes. Et donc voilà, on ne comprend pas les dates si on perd de vue la Seconde Guerre mondiale, la mobilisation industrielle américaine. Et je vais juste redire quelques mots sur la dernière ligne. L'histoire est complexe, mais une fois qu'on a le tableau général, ça donne beaucoup de sens à ce qu'on vit dans le présent. Ce qui va beaucoup s'accélérer pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est le développement des business schools, donc on a seul coup une clientèle inespérée, et le développement des business schools. Pour comprendre pourquoi il se passe quelque chose pour les cabinets de conseil et les business schools, il faut que je vous dise en une minute quelques mots sur le fameux Glass-Steagall Act, une loi américaine qui est votée juste au moment de la crise de 29. Je la fais courte, le Glass-Steagall Act, c'est une loi américaine qui sépare les banques de détail des banques d'investissement. Tout le monde connaît cette histoire-là. On considère que ce qui fait que c'est parti en vrille
pendant la Grande Dépression, qu'il y a eu un gros crash boursier, c'est que les banques ont trop utilisé des économies de court terme de leur clientèle de tous les jours pour aller spéculer sur le long terme sur les marchés financiers. Donc l'idée, on sait tous que c'est reparti, c'est revenu, mais l'idée qui apparaît avec le Glass-Steagall Act, c'est de séparer. Ça, c'est la partie de la loi que tout le monde connaît. Ce qui est en revanche inconnu, et on ne comprend pas l'histoire du consulting et l'histoire du management si on oublie ça, c'est qu'il y a un décret d'application qui va passer un tout petit peu plus tard, en lien avec le Glass-Steagall Act, et qui va s'appliquer aux banques. Et qui va interdire aux banques d'avoir une collusion d'activités entre l'audit et le consulting. On va dire aux banques, vous avez le droit de faire l'audit, mais si vous avez une activité de consulting, il ne faut plus le faire, ou alors vous donnez ça à des sociétés complètement indépendantes. Pourquoi c'est capital pour mon histoire? C'est que plus de 75% du marché du consulting à l'époque, c'était les banques qui le tenaient. Dire aux banques, vous ne pouvez plus toucher à ça, c'est ouvrir un espace de marché. Donc, il faut comprendre que sur la fin des années 30, il y a un marché qui est possible, mais il n'y a pas encore la demande pour pousser le marché. Et qu'est-ce qui va constituer la demande? C'est la mobilisation industrielle. D'un seul coup, il faut des tas d'experts pour faire ce qui commence déjà à s'appeler du consulting. Donc là, il y a une chronologie intéressante, Glass-Steagall Act, interdiction d'une collusion entre l'activité bancaire et l'activité d'audit, et on ne comprend pas McKinsey, on ne comprend pas Bain, le BCG, les activités de consulting, de PwC, etc. Il y a beaucoup de choses qui se passent à Londres ou à Paris actuellement dans le consulting, si on ne comprend pas ce truc qui est capital, cette décision qui crée un espace d'opportunité, et la guerre qui va créer une demande pour en fait pousser ça. Pareil pour les business schools telles qu'on les connaît aujourd'hui, c'est énorme. À l'époque, c'était extrêmement discret. Même la Harvard Business School, c'était un tout petit truc. Qu'est-ce qui va les développer? Qu'est-ce qui va leur donner une légitimité? Vous vous rendez compte? Beaucoup d'autres départements ferment, eux, ils participent à l'effort de guerre. Vous êtes sociologue, anthropologue, quelques-uns ont été associés évidemment à l'effort de guerre, mais grosso modo, la principale possibilité qu'ils avaient, c'était de prendre l'uniforme. Vous étiez un prof de management ou quelque chose qui ressemblait à ça à l'époque, par votre propre discipline, vous pouviez contribuer à gagner la guerre. Là, vous avez ce qui est pour moi le point le plus important du livre. Et si vous vous demandez, ok, on a compris le truc, il y a un avant et un après, il y a une boîte noire qui est tout l'enjeu du livre. Ce que je suis en train de dire, c'est que ce qui est dans cette boîte noire, c'est surtout du management. J'ai envie d'aller encore plus loin pour vous dire ce qui s'est passé au niveau du management et comment le management s'est relégitimé aux États-Unis alors qu'il était en crise avant. Il s'est relégitimé dans la souffrance et dans les corps. Je vais juste vous donner quelques chiffres et qui expliquent tout. Salut Yannick. Non, tu ne rêves pas, je t'expliquerai ce qui se passe. Et donc là, c'est le point le plus important du livre, c'est comment le management américain s'est relégitimé dans les corps, dans la souffrance. Et je vais vous donner quelques chiffres qui permettent de tout comprendre. Dans les usines américaines, entre 41 et 46, il y a 86 000 personnes qui meurent dans une usine. 86 000 personnes aux États-Unis entre 1941 et 1946 meurent simplement en travaillant sur une machine. Pour vous donner une idée de ce que ça représente, c'est 25% des pertes de soldats au combat. Bon, en disant ça, je vous donne juste une première piste pour commencer à sentir un truc. Le deuxième chiffre que j'aimerais partager avec vous, c'est le nombre de personnes qui sont gravement handicapées sur une machine. Il y en a 100 000. 100 000 personnes sont extrêmement gravement handicapées par une machine sur ce temps très très court de guerre. Je continue un petit peu plus loin dans mes chiffres. Si on regarde les gens qui ont un handicap plus léger, on passe de 100 000 à 400 000 personnes. Si on totalise le nombre de personnes qui ont été blessées et une blessure qui a nécessité un arrêt de travail, c'est 2 millions de personnes. Vous savez combien de soldats américains ont été blessés au combat? 671 000. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tout est dans les chiffres que je vous donne. Il y a plus de gens qui ont été blessés, pour certains gravement, dans des usines américaines, que de soldats qui ont été blessés au combat. En disant ça, on comprend ce qui s'est passé d'un point de vue management aux États-Unis entre 1941 et 1945. Un truc affreux. Alors vous allez me dire, mais comment des hommes, des femmes? Il y a plus de 17 millions de femmes, c'est un grand moment d'émancipation des femmes aux États-Unis. Comment on supporte un truc aussi horrible?
Beaucoup de types revenaient blessés du combat, on leur disait tu te reposes un moment, et puis dès que tu te sens un peu mieux, on a besoin de toi dans l'usine. La plupart des gens qui revenaient blessés, beaucoup se sont reblessés. Il n'y a pas une ville, un village aux États-Unis où il n'y a pas quelqu'un qui boite parce qu'il a des orteils écrasés, il a un œil complètement mutilé. Ça a été complètement gommé de l'iconographie américaine. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ma boîte noire? Il se passe un sacrifice qui est physique. Et pourquoi on le fait? Parce qu'on a un mari, parce qu'on a une femme, parce qu'on a un fils au combat, et on se dit que ce qu'il ou elle est en train de vivre, c'est forcément pire que ce qu'on peut vivre ici. Donc on encaisse la forme de management la plus extrême par patriotisme. C'est en même temps l'âge d'or des syndicats, on bronche un petit peu sur les salaires, mais on accepte de faire les formes de management les plus extrêmes. On accepte les cadences les plus folles. C'est le moment le plus fou de l'accélération de la production, de l'innovation. On innove comme jamais aux États-Unis. Le projet Manhattan est un projet d'un point de vue managérial extrêmement innovant. Donc retenez ça. Comment se relégitime le management? Tout simplement en devenant un management patriote. Il se relégitime par les corps, on encaisse quelque chose d'assez incroyable. Et dans mes archives, j'ai en particulier retrouvé tout ça sur le Brooklyn Navy Yard, donc, qui se visite encore aujourd'hui. Voilà, vous allez surtout y trouver des startups aujourd'hui, mais il y a plein de traces de ce qu'était le Brooklyn Navy Yard. Au pic de la Seconde Guerre mondiale, c'est 70 000 personnes tous les matins qui vont travailler là-bas, dont, c'est très important, dans mon livre, 7 000 femmes. C'est un laboratoire d'expérimentation incroyable. Toutes les minorités américaines, latino-américains, afro-américains, qui étaient très peu sur le marché du travail, sont évidemment, là, il y a besoin de bras, il y a une tension, je vous ai parlé de 1% de taux de chômage, il y a une tension aux États-Unis sur le marché de l'emploi qui est complètement folle. Donc voilà, de toutes les minorités qui étaient exclues du marché du travail, on va les chercher, les latinos, les afro-américains, les femmes, les handicapés. Dès que la guerre va s'arrêter, on va les remercier. On va dire qu'il faut laisser la place aux boys. Toutes les femmes qui ont eu un courage extraordinaire, pour certaines qui sont montées très haut dans la hiérarchie, elles sont toutes remerciées. Et même si ce n'est pas lisible, je veux juste vous expliquer ce que c'est cette archive. Quand on travaille sur des archives, c'est très chiant. C'est surtout pour le contexte dans lequel j'ai fait, beaucoup de temps c'était dans un deuxième sous-sol de NYU à la Bob's Library, dans un lieu extrêmement froid, sombre, etc. On lit des trucs pas toujours très passionnants. Et puis il y a des moments, on tombe sur des pépites. Et je tombe sur une pépite assez incroyable, puisque je découvre des plans de ce qu'était le Brooklyn Navy Yard, et je me dis, c'est bizarre, je regarde la date, je sais qu'à ce moment-là, il y a beaucoup de femmes qui travaillent sur Brooklyn Navy Yard. Et vous allez voir venir, je me dis, tiens, on va être très concret, où est-ce qu'elles mangent, où sont les toilettes, et je découvre sur les plans qu'il y a des espaces prévus pour des hommes, des vestiaires, il y a des toilettes pour des hommes, mais il n'y a pas du tout de toilettes pour des femmes. Et je me dis, tiens, je me suis peut-être trompé de date, il y a peut-être un problème. Et en creusant dans des archives, je découvre que pendant quasiment un an, et c'est là où je comprends dans les tripes ce que c'est que trouver sa place dans une société et d'être dans un effort comme celui que ces femmes ont réalisé. Pendant quasiment un an, ces femmes ont travaillé sur des horaires de folie tous les jours, dans un lieu où il n'y avait aucune toilette pour elles. Ce qui voulait dire, et souvent, c'est des petits détails comme ça qui sont intéressants quand on est historien. On peut reconstituer la grande histoire par des petites histoires. Et je découvre que pour aller aux toilettes, il fallait aller dans des toilettes pour hommes, qui pour l'essentiel étaient des urinoirs. Systématiquement, il fallait être accompagné par un homme. Je vous laisse deviner les types d'anecdotes. C'était, voilà, il y a des agressions, etc. Je me dis, moi, je n'aurais pas tenu une demi-journée dans un contexte comme ça. Il n'y en a quasiment pas une qui a craqué. Les femmes démissionnaient pas, elles tenaient. C'était une horreur de bruit, de blessures. Et ce que j'ai découvert au-delà de cette anecdote, qui est absolument fantastique, ce qui montre l'importance pour ce site, mais aussi au-delà des femmes dans la mobilisation industrielle, c'est elles qui ont diffusé les pratiques de sécurité. C'est elles qui ont convaincu les hommes de mettre des chaussons de sécurité, des lunettes très très épaisses, il y avait beaucoup d'éborgnés. C'est elles qui ont adopté ces usages, qui ont formé les hommes, qui leur ont expliqué, bon, ok, tu auras peut-être l'air un peu plus viril en présentant comme ça, mais regarde celui à côté, tu vois, désormais, quand son fils est à droite, il ne peut plus le voir parce que son œil, il est écrasé. Tu vois, moi, l'autre jour, j'ai pris le même taquet dans le visage, sur la même machine, tu vois, moi, j'ai encore mon œil. Ah ouais, j'ai peut-être envie de voir mon fils quand il est sur ma droite, c'est pas bête ce que tu me dis, je vais les mettre, les lunettes. Et donc, voilà, au-delà du courage dont elles font preuve, ce que j'ai découvert, c'est qu'elles ont un rôle très important dans la mobilisation industrielle sur des aspects de sécurité.
et elles vont, en montant dans la hiérarchie du Navillard, elles vont créer des formes beaucoup plus empathiques de management. Elles ont vraiment un rôle dans l'évolution vers un management plus chaleureux. Autre petite archive, voilà, c'est juste pour vous montrer des pépites et pas simplement parler de façon générale, pour vous montrer la finesse du management tel qu'on l'a pratiqué sur Brooklyn Navillard. Je ne suis pas sûr, en termes de RH, que beaucoup d'entreprises aujourd'hui fassent ce que je vais vous expliquer maintenant. Le problème, quand on fait un management qui est assez scientifique, assez taylorien, c'est que c'est très répétitif. Les journées de travail, il faut imaginer, il y a de la poussière, il y a du bruit. À chaque seconde, vous risquez de perdre la vie ou d'être blessé. Comment on tient dans un truc comme ça? Comment on crée un management qui fait qu'au-delà de leur sens patriotique, les gens vont tenir? Et là, vous avez une figure de style que j'ai retrouvée dans beaucoup de discours de managers qui sont dans des archives orales ou qui sont dans Brooklyn Navillard. Ce que vous trouvez dans cette archive, c'est le témoignage, directement sur ça, d'un yeoman qui a vraiment existé. Un yeoman, c'est quelqu'un dans l'armée américaine qui gère la logistique, et il s'appelait Alan Kubrick. Et pendant des années, il a travaillé sur Brooklyn Navillard avant d'être sur le terrain et de s'occuper de la logistique en Asie, sur le champ de bataille. Donc il sait ce que c'est que travailler sur Brooklyn Navillard, mais en même temps, il a une expérience de terrain. C'est un militaire qui aujourd'hui est sur le terrain. Et là, je vous ai traduit en français donc, ce qu'il explique dans Brooklyn Navillard. Donc c'est intéressant parce qu'il est loin dans l'espace, mais il est aussi loin dans le temps. Il est le futur de ce qu'ils sont en train de produire. Et voilà ce qu'il leur dit. Je sais que souvent, vous les gens assis derrière votre bureau et travaillant dans vos magasins, vous vous demandez quel effet vos efforts ont sur l'issue de cette lutte. Ne pensez jamais que votre travail ne compte pas, car il compte énormément. Vous ne pouvez pas vous en rendre compte là-bas, au Brooklyn Navillard, je sais. Mais ici, donc lui qui est en Asie, sur le champ de bataille, qui a les mains sur les armes, nous pouvons bien apprécier votre zèle à Brooklyn. Je me souviens bien, lorsque j'étais moi-même acheteur au Yard, donc à votre place là-bas, comment certains matériaux étaient commandés en urgence. C'était épuisant de travailler sur ces rythmes-là. À l'époque, je me disais que c'était peut-être important. Mais maintenant, donc c'est moi qui le rajoute, du futur où je me situe, que je suis en mesure de voir comment tout cela s'adapte, des trombones aux joints en passant par les perceuses et les câbles métalliques, je me rends compte que nous sommes tous là-dedans, nous gagnons ou perdons tous ensemble. C'est pourquoi tous les membres des forces armées, moi parmi d'autres, sommes toujours proches de vous tous dans l'esprit, je le pense sincèrement. Ça, c'est des petits jeux temporels. On fait venir quelqu'un dans le management qui est le futur du produit, qui est le produit vivant sur le marché, qui va témoigner, donc là ce sont des armes, du futur, et qui va dire, mais c'est répétitif, c'est chiant ce que vous faites. Moi, je peux témoigner, j'ai les mains sur ce que va devenir le produit que vous êtes en train de faire, et c'est fabuleux. Continue à faire ce que tu fais dans le présent. Moi, je te parle du futur, et du futur où je suis, ce que tu fais, ça a du sens, et ça va nous permettre de gagner la guerre. Et j'ai vu plein d'éléments de management très très subtils de ce type-là. Donc ça, c'était, pour vous dire quelques mots sur le grand moment historique, et je vais juste, et j'arrêterai sur ça, sur ce deuxième bloc de la présentation telle qu'elle était prévue. Je voudrais vous dire quelques mots sur ce que devient le management avec la Seconde Guerre mondiale. Avant la Seconde Guerre mondiale, quand on parlait de management, c'était surtout du management scientifique, c'est-à-dire du chronométrage, de la parcellisation. En gros, dans l'atelier, on ne vous demande pas d'être intelligent, on vous demande d'appliquer une procédure qui a superbement été développée par des ingénieurs de bureau de méthode. Et puis, à côté de ce management scientifique, il y a des gens qui sont plus des administrateurs, qui font de l'administration, qui sont dans les bureaux, qui conçoivent ces procédures, ou qui font ce qui ne s'appelle pas encore la stratégie. Ce que j'ai trouvé dans mes archives, c'est que cette grande séparation, finalement, pour dire les choses simplement, elle disparaît avec la Seconde Guerre mondiale. Ce qui va s'appeler dans les journaux, dans la bouche des professeurs de business school, management après la Seconde Guerre mondiale, c'est un mélange du management scientifique et de l'administration. On ne sépare plus les choses pour une raison qui est simple, sur laquelle je vais juste dire quelques mots, c'est que si ce management devient de plus en plus électronique, lié au cerveau électronique, lié à des télécommunications, il n'y a plus de délai de discussion entre ce qui se passe et de temporalité différente entre ce qui se passe dans l'atelier et ce qui se passe dans les bureaux. Tout est connecté instantanément parce qu'il commence à s'appeler déjà des réseaux informatiques. Je vais en dire quelques mots. Donc c'est surtout pour ces raisons temporelles
Le management devient de plus en plus digital avec la Seconde Guerre mondiale. Je vais rapidement vous montrer en quoi. C'est pour cette raison très temporelle, finalement, qu'il n'y a plus de séparation. Il y avait une séparation quand l'atelier était loin des managers dans l'espace et dans le temps. Mais maintenant que tout est synchronisé, ce qui s'appelle le management, ça mélange des choses qui sont un peu instantanées. Alors je vais être plus précis. Qu'est-ce qu'on va commencer à appeler? Et je pense, c'est un peu perturbant ce que je suis en train de vous dire, mais que ce management qui naît avec la Seconde Guerre mondiale, c'est le management tel qu'on pratique encore aujourd'hui à Londres, à Paris, à New York, à Singapour, à Shanghai. Je demande à être convaincu du contraire. En tout cas, si c'est ce que je vais vous expliquer maintenant, pour moi, ça n'a pas changé. Le management, à partir de la Seconde Guerre mondiale, c'est quelque chose qui va avoir 3 caractéristiques. C'est quelque chose qui devient digitalisé. Digitalisé, je vais expliquer sur le transparent suivant, plus précisément ce que j'entends par là, ça veut dire que le management s'appuie sur des représentations de quelque chose qui est censé se passer ailleurs, à l'atelier, dans une filiale, chez un consommateur, et on capte une information en instantané. Le management, c'est quelque chose qui, par des outils en particulier numériques, saisit instantanément tous les objets qui sont censés être gérés, représente instantanément tous les objets qui sont censés être gérés, donc les digitalise. Après la Seconde Guerre mondiale, deuxième caractéristique, tout devient flou. La naissance de la logistique moderne, c'est la Seconde Guerre mondiale. L'idée de chaîne logistique, l'idée d'écosystème de flux naît avec la Seconde Guerre mondiale. Désormais, on ne parle pas de process sur une chaîne de montage, les managers gèrent des flux. Et troisième caractéristique, et pour moi on est toujours là-dedans, le cœur du management et une troisième composante, ce sont des projets innovants. L'essentiel des techniques de gestion de projet utilisées par des cabinets de conseil aujourd'hui, Deloitte, Price, Wavestone, tout ce que vous voulez, la plupart des consultants ne savent pas, mais ces techniques, elles sont nées pendant la Seconde Guerre mondiale, ou juste avant. Et quand elles sont nées avant, elles ont souvent un lien avec la Première Guerre mondiale. Alors pour être un tout petit peu précis, sur le premier pilier, donc ce management digital, si je rentre dans le détail des choses qui sont liées à la Seconde Guerre mondiale, il est digital et représentation, et c'est marrant parce que c'est exactement ce que je suis en train de faire aujourd'hui, ce que je vous explique. Au sens où il est de plus en plus visuel, de plus en plus managé, ça va être rendre visuel des situations de gestion. Aujourd'hui, on parle de PowerPoint. Et j'ai été très troublé de découvrir d'où ça vient les PowerPoint. Le petit objet que vous avez là, cette drôle de boîte verte, c'est un objet de formation qu'utilisaient les officiers américains pour former en masse des soldats ou d'autres officiers pendant la Seconde Guerre mondiale. La pratique du PowerPoint, le fait de faire ce que je suis en train de faire maintenant, on va tous être d'accord pour dire que dans n'importe quel cabinet de conseil, n'importe quel siège, faire un PowerPoint, c'est le plus banal des gestes de management. Ça vient de là. Avant la Seconde Guerre mondiale, ça ne se faisait pas. C'est l'armée américaine qui va peaufiner les overhead projectors, qui va les produire à une échelle inimaginable, qui va les utiliser comme des techniques. Et ce que j'ai découvert dans des archives qui est marrant, c'est que toute la génération de consultants des années 50 sont des gens qui ont développé cette pratique du vidéoprojecteur pendant la Seconde Guerre mondiale, qui ont été dans le public ou qui l'ont fait eux-mêmes. S'il n'y avait pas eu cette impulsion, voilà, ce management de plus en plus représentationniste au sens de visualité, probablement il n'aurait pas existé ou pas de la même façon. Donc cette idée de digitalité au sens où gérer, c'est représenter des situations avec des PowerPoint dans des réunions, en faire un objet où on pose la discussion avec des ronds et des flèches, c'est le geste le plus banal, mais il n'est pas banal en fait, il est étrange et il a une histoire qui est celle-ci. Et l'autre élément qui est très connu sur la digitalité, c'est la naissance de l'informatique, qui est évidemment plus ancienne, mais tous les projets de recherche informatique des années 40 jusqu'à la fin de la guerre du Vietnam sont financés par l'armée, en particulier l'armée américaine. C'est quand, à la fin de la guerre du Vietnam, le gouvernement américain va dire on désengage nos dépenses, c'est à ce moment-là que IBM et d'autres vont créer des ordinateurs et un marché pour des particuliers. Mais jusqu'à peu près à la fin de la guerre du Vietnam, 90% du marché informatique, il est contrôlé par des militaires. Il n'y a pas un objet que je suis en train d'utiliser aujourd'hui, qui est lié à ce téléphone, qui est lié au réseau, etc., qui n'a pas une histoire militaire. Voilà, on connaît tous l'histoire d'Internet, on connaît moins l'histoire d'avant, de la mise en réseau des radars. Les réseaux informatiques naissent à partir d'une problématique qui était très militaire, qui était la suivante, c'est comment mettre en
en connexion tous les radars du sol américain pour transformer le ciel américain en une représentation, j'emploie ce terme délibérément unique, pour voir les missiles russes arriver. L'essentiel des premiers protocoles, des premières techniques de mise en réseau naissent sur une problématique hautement militaire, elle-même dans le prolongement de la Seconde Guerre mondiale, et dont les briques sont indissociables de ça. J'ai vécu pendant mon sabbatique en famille un moment très émouvant, c'est que tout ce que je vous raconte, c'est très lié en particulier à un lieu à New York. Si vous avez l'occasion de vous promener devant, même d'y rentrer, allez-y. C'est un lieu qui s'appelle l'hôtel Beekman. C'est 275 Park Avenue. Aujourd'hui, même les gens qui vivent dedans ont oublié l'histoire parce que c'est devenu un condominium, c'est plus un hôtel, c'est une résidence de luxe. Et c'est dans ce bâtiment que les plus grands cerveaux des années 40 se sont rencontrés, donc von Neumann, ceux qui ont inventé les réseaux de neurones formels, donc les ancêtres de l'intelligence artificielle, McCulloch et Pitts, tous les gens qui ont inventé l'ordinateur tel qu'on le connaît aujourd'hui, les technologies de réseau, les bases de l'intelligence artificielle se sont rencontrés dans cet hôtel pendant plusieurs années, et il n'y en a pas un qui n'était pas financé par l'armée américaine. L'essentiel de ce qui était présenté n'aurait pas pu exister sans des budgets guerriers. Cette informatique civile au cœur de notre management, elle n'aurait pas existé sans cette impulsion. Alors, à partir de là, et moi je ne vais pas jusque-là, il y a des gens qui disent alors ça veut dire qu'il y a du sang sur les mains ou il y a du sang sur ces objets. Moi je ne rentrerai pas dans cette symbolique. En revanche, ce qui est absolument certain, et je peux le démontrer chiffre à l'appui, c'est que l'essentiel des technologies, même, voilà, on parle de ChatGPT, de deep learning, de technologies comme ça, quand on remonte le fil généalogique, c'est lié aux années 40 et 50, et c'est lié à des impulsions qui sont très militaires. S'il n'y avait pas eu l'argent de l'armée américaine, il n'y aurait probablement pas eu tout ça. Donc pilier 1, et pour moi on est toujours dedans, de ce management de la Seconde Guerre mondiale, il est toujours contemporain, c'est ça. J'accélère. Le deuxième pilier, c'est le fait de tout penser en termes de flux. Hein, je ne connais pas une grande entreprise, une banque d'investissement, une start-up qui aujourd'hui n'a pas une idée de son management qui est basée sur des flux humains, des flux financiers, des flux logistiques. Mais ça n'avait pas de sens avant les années 40 et avant la Seconde Guerre mondiale. Quand on fait des courbes lexicométriques à partir de la presse américaine d'emploi de mots, ça explose avec la Seconde Guerre mondiale, des vocabulaires type flow, flows, des choses de ce type-là. Et une problématique en particulier, qui est toujours celle d'Amazon.com, c'est comment maintenir une chaîne logistique. L'obsession des soldats américains, c'est que le flux ne s'arrête jamais. Donc les techniques de logistique dès cette époque, leur obsession, c'est maintenir la continuité du flux. Moi, avant de venir, j'échangeais avec une personne assez capée d'Amazon.com et je lui demandais mais c'est quoi ton problème de management principal? Elle m'a expliqué ça pendant 3 quarts d'heure. Tout ce qu'elle m'a raconté, je peux quasiment y superposer à des interviews de soldats américains que j'ai retrouvés sur ces questions. Je peux changer la date, je suis sûr que ça ferait illusion aujourd'hui, et encore une fois, c'est très très troublant. Et puis l'autre chose, et là je vais tenir ma promesse introductive, et peut-être que je vais arrêter là d'ailleurs, je disais en introduction qu'on ne comprend pas la crise climatique et le problème d'anthropocène dans lequel on est si on ne comprend pas la Seconde Guerre mondiale. Parce que je pense que tout s'est joué là, et que le merdier dans lequel on est aujourd'hui, il est lié précisément à une certaine orientation du management qui s'est jouée à ce moment-là. Pour ça, il faut que je vous dise quelques mots sur le troisième pilier de ce management du présent de la Seconde Guerre mondiale, qui est toujours, je pense, notre présent. L'obsession, ça devient développer des projets innovants. Le projet Overlord de débarquement, il est géré exactement comme n'importe quel projet de management. Le projet Manhattan, c'est un des projets les plus innovants de tous les temps en termes de techniques de gestion de projet. Beaucoup de techniques utilisées aujourd'hui sont d'ailleurs, pour certaines, liées au projet Manhattan. Mais il y a deux logiques qui se battent dans ces logiques de projet. Et là, je mets les pieds sur le problème du changement climatique et des problèmes écologiques. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a deux logiques qui vont s'affronter sur ce qu'on appelait déjà l'innovation. Vous aviez d'un côté une logique circulaire et une logique locale. Produisons local, ça c'est ce qu'on entend à longueur de journée aujourd'hui, et puis créons une économie circulaire. Mais attention, ce que j'ai découvert de façon un peu perturbante, c'est que c'était déjà, avant de disparaître, c'était fortement une obsession des années de guerre, des années 40 aux États-Unis. Donc, d'un côté, la logique d'économie circulaire et de localisme, alors qu'on retrouve dans plusieurs choses. La première, il n'y a pas beaucoup de matières premières, il n'y a plus de caoutchouc, il n'y a pas de fer.
Donc tout est fait pour recycler les matériaux. Et beaucoup de techniques qu'on utilise aujourd'hui, sur lesquelles les industriels réfléchissent, en fait, ça c'est pas moi qui le dis, c'est d'autres historiens dans d'autres travaux qui l'ont démontré de façon passionnante, on n'a rien inventé. Les États-Unis, dans les années 40, sont dans une obsession de circularité, et tous les modèles, les questions qu'on se pose aujourd'hui, dans l'urgence de la guerre, ils se les sont posés. Et ils ont tenu le pari de la circularité sur du fer, sur de l'acier, sur du caoutchouc, sur beaucoup de matériaux. Il y a plein de grandes opérations aux États-Unis qui sont lancées. Et puis ce que j'ai découvert de façon très troublante sur des questions de localisme, c'est que c'est pendant la Seconde Guerre mondiale qu'on a l'obsession des jardins urbains. Il y en a 400 000 à New York. Il n'y a pas une rue dans New York où on n'aperçoit pas un jardin urbain où des familles, des retraités vont travailler. 40% de la production végétale américaine est faite dans des jardins urbains pendant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, ça ferait rêver la ville de Paris, la ville de Londres. Je sais pas, on est peut-être à quelque chose comme 1%. Là, c'est 40% de l'ensemble des légumes consommés aux États-Unis sur la période de guerre qui sont faits dans des jardins, sur des toits, dans des rues qu'on dépave. Et j'ai retrouvé des photos magnifiques à New York. On casse le ciment, le goudron, on enlève les pavés et puis on met des légumes à Central Park ou ailleurs. 40% de la production. Donc ça, c'est ce qu'il y a d'un côté et qui emballe beaucoup de gens. Et puis vous avez d'un autre côté ce qui s'appelle l'obsolescence, en particulier l'obsolescence programmée. Ça, sur les ampoules, les ordinateurs, ça doit rappeler beaucoup de choses. Et là aussi, beaucoup de mes fils revenaient sur New York. La personne qui a inventé la notion d'obsolescence programmée, c'est un New-Yorkais, vous avez en photo ici, un monsieur en fait pas très sympathique, qui était un agent immobilier, qui s'appelait Robert London, et qui a écrit un rapport en 1932, qui est devenu ensuite très connu, où il propose la notion d'obsolescence programmée pour gérer la crise économique américaine. Et il dit, et à l'époque tout le monde s'emballe, il dit, quand on vit une crise économique, il faut que les industriels fassent des produits très merdiques, qui aient une durée de vie très faible. Quand on est en période de croissance, il faut que la durabilité des biens soit meilleure. Et donc il écrit un texte assez court, ça fait une dizaine de pages, où il théorise ça. Il n'invente pas l'idée, c'était déjà dans l'air du temps à New York comme ailleurs, mais ce rapport va se diffuser. Il va beaucoup séduire les femmes et les hommes politiques. Et ce que j'ai été très étonné de découvrir, c'est que la guerre a été gagnée aussi en faisant des tanks avec une durée de vie très faible, puisqu'on était convaincu que la guerre allait se terminer vite, que c'était une guerre relativement éclair. On passe de techniques de soudage sur les bateaux et sur les tanks qui sont plus basés sur des rivets, mais qui sont basés sur des soudures. En fait, ce que j'ai découvert de très étonnant, c'est que l'idée d'obsolescence programmée s'installe beaucoup avec la mobilisation industrielle et beaucoup par les industriels qui ne considèrent pas que c'est un moyen de combattre la crise économique, mais que c'est un moyen de gagner la guerre. Et en fait, vous vous souvenez que c'était mon propos introductif, je disais, il ne faut pas oublier un élément qui va être décisif, c'est que quand la Seconde Guerre mondiale approche, la plupart des industriels américains n'ont pas envie de jouer le jeu. Ils ne veulent pas produire des tanks, des avions, etc. Je vous ai expliqué en introduction, la raison principale, c'est qu'ils ont été échaudés par la Première Guerre mondiale. Les États-Unis rentrent en guerre en 1917, pendant la Première Guerre mondiale. Le gouvernement va les convaincre d'acheter beaucoup de machines, recruter des gens. La guerre s'arrête d'un coup, ils se retrouvent avec des stocks, des machines, des effectifs. Certaines PME en sont mortes. Et donc, pour beaucoup d'industriels américains, c'est plus jamais ça. Et donc, là, je fais le lien avec mon propos introductif. Qu'est-ce qui va faire que la logique de droite va gagner? Il n'y a pas de connotation politique dans ce que je dis. Mais qu'est-ce qui va faire que la logique de droite va gagner contre la logique de gauche? C'est cette promesse. C'est Franklin Delano Roosevelt, sur la fin de son mandat, il va mourir avant la fin de la guerre, mais aussi ses successeurs vont tout simplement tenir une promesse de débouché, de rythme de production. Dire, on a constaté que ça augmentait la qualité de vie à New York, qu'il y avait un certain nombre d'avantages à être dans ce modèle-là. Ce n'est pas un modèle productif, celui-ci. Ce qui permet de tenir une promesse productive, c'est le modèle de l'obsolescence. Et donc, c'est un point qui m'a beaucoup surpris dans les archives, c'est de découvrir que, alors qu'un certain nombre d'industriels étaient très conscients d'enjeux écologiques sur cette époque, dès cette époque-là, d'enjeux de durabilité, il y a un consensus que j'ai retrouvé dans beaucoup de documents qui en fait convergent vers le problème dans lequel on est aujourd'hui. C'est-à-dire, les ressources de la planète sont infinies, on peut partir de là-dedans, on pourrait faire des biens qui durent beaucoup plus longtemps, 5 fois plus longtemps, mais c'est pas comme ça
qu'on va écouler ou déboucher. Pour faire court, voilà, The Winner Takes It All, il y a cette logique qui prend le dessus et qui quelque part va englober beaucoup d'autres choses. Et je vais arrêter sur ça, au milieu de tout ça, juste pour aller sur la conclusion en évoquant quelque chose rapidement qui était sur le transparent d'avant. Pourquoi je parle dans mon livre d'apocalypse managériale? C'est pas pour faire un joli titre, c'est pas une notion cosmétique, c'est une notion dans mon livre que j'ai essayé de beaucoup réfléchir. Alors, sans, dans mon esprit, la moindre connotation religieuse. Qu'est-ce que c'est qu'une apocalypse? Ça vient d'un mot grec qui est apocalypsis, qui veut dire dévoilement, révélation. Et je pense que le management qui naît sur ces années-là, ce qui devient de plus en plus un management centré sur une innovation emballée, c'est un management qui sans arrêt nous fait des promesses, nous révèle un futur imminent qui sera toujours meilleur, en tout cas si vous achetez ce produit, et crée des conditions d'obsolescence qui font que la promesse, matériellement, votre produit qui était super, qui tient une très fragile promesse, il s'essouffle, et donc il faut refaire une autre promesse. Et dans mon livre, j'utilise la métaphore des 1001 nuits de Scheherazade, voilà, qui sans arrêt crée une histoire emballante auprès du sultan, pour ne pas être tué par lui, crée un élan. Il y a toujours quelque chose d'incomplet. Moi, je vous conseille de lire, voilà, tous les enfants connaissent un bout des 1001 nuits, le lire en vrai, c'est un récit d'une profondeur incroyable. Et donc, il y a toujours une incomplétude. Il y a toujours, il manque des choses dans l'histoire. Et quand Scheherazade, le lendemain, recrée son histoire, elle s'appuie sur les trous, mais elle crée une histoire qui crée d'autres trous. Et en fait, l'incomplétude est le moteur même de l'élan de la narration de Scheherazade. Et je trouve que ce qui se joue dans ces années de guerre, et ce management qui va s'installer, c'est également un souffle qui ressemble beaucoup au Mille et une nuits. Donc j'ai essayé de théoriser le plus simplement possible dans le livre cette idée-là, voilà, qui est une temporalité infinie, qui suppose à côté de cette temporalité infinie d'une histoire, une spatialité infinie, c'est notre planète. Voilà, ce récit consomme quelque chose qui est supposé infini, c'est la spatialité de notre planète. En tout cas, c'était l'hypothèse des années 40-50. On voit qu'aujourd'hui, tout ça, ça pose quelques problèmes. Donc pour conclure, voilà, il y a une grande rencontre qui se fait dans ces années de guerre entre le management et les digitalités. Il y a une grande rencontre qui se fait entre le management et des logiques guerrières. C'est très vieux. La stratégie, elle l'est d'abord comme exercice guerrier, avant d'être un exercice économique. Mais quelque part, la Seconde Guerre mondiale cristallise tout ça. Il y a quelque chose de particulier dans les années de guerre que je sens revenir dans certains pays dans le contexte de la crise et la guerre en Ukraine. C'est que normalement, le droit concurrentiel de beaucoup de pays, c'est anti-monopole, anti-entente, etc. Dans toute guerre, il y a le même effet. C'est un effet suspensif. Tous les industriels américains vont se retrouver, vont s'entendre sur des prix, vont s'entendre sur des volumes. Ça, on est d'accord que dans les années 30-40, c'était déjà quelque chose qui était strictement interdit. Il y a toujours un côté suspensif dans le moment de la guerre qui fait que pour le management, pour expérimenter, pour créer des ententes, pour pousser des choses à une échelle qui n'existe pas en dehors du moment de la guerre, c'est un moment intense et c'est un moment assez particulier. Donc on change d'échelle pour des expérimentations. Je pense qu'aujourd'hui, dans notre façon de parler, de conquérir des marchés, dans nos logiques de stratégie, il y a une logique de l'ennemi qui subsiste dans le management d'aujourd'hui qui n'était pas dans les archives de la deuxième moitié des années 30. Et j'ai découvert des métaphores, un vocabulaire qui apparaît après la guerre, très très guerrier, qu'on utilise aujourd'hui encore dans beaucoup d'entreprises, et c'était totalement incongru, impensable avant la Seconde Guerre mondiale, certains éléments de vocabulaire. Et je pense, en tout cas, pour terminer, qu'il y a un lien entre mon histoire sur ce management